Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Moi je vais hyper bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui a pour but de vous expliquer les techniques de restitution organisée de connaissances, communément appelée dissertation scientifique. Je me nomme Samba Seman, je suis expert en semences, professeur des sciences de la vie et de la terre. Si vous êtes nouveau à cette chaîne, je vous prie de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Une épreuve de SVT au niveau moyen comme secondaire est essentiellement composée de deux grandes parties, comme vous le voyez sur cette épreuve-là. D'accord? À savoir, une partie intitulée Maîtrise des connaissances et une autre partie intitulée Compétences méthodologiques. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de la maîtrise des connaissances et les compétences méthodologiques dans une autre vidéo. C'est les méthodes d'effectuer des exercices de compétences méthodologiques. Maintenant, pour les exercices de maîtrise des connaissances, cette partie d'abord consiste à évaluer si l'élève maîtrise bien ses cours, d'accord, mais assimile ses cours de façon plus simple. Il existe maintenant plusieurs types d'exercices qui permettent d'évaluer cette maîtrise des connaissances. Ça peut être un exercice d'appariement, définition, un texte à trous, entre autres. Il y a plusieurs types d'exercices qui existent et qui peuvent évaluer la maîtrise des connaissances de l'élève. Mais parmi ces exercices aussi, il existe ce qu'on appelle, surtout au niveau secondaire, un exercice qu'on appelle ROC, restitution organisée des connaissances, communément connu sous le nom de dissertation scientifique. Cet exercice, généralement, permet d'évaluer les connaissances de l'élève, mais également l'organisation et la méthodologie et la démarche, d'accord, de même que la communication chez l'élève. Cet exercice, dans cette vidéo, nous allons voir comment effectuer cet exercice. Quelle est la méthodologie qu'il faut pour effectuer, pour traiter ce genre d'exercice. Sans plus tarder, on va commencer par sa présentation rapidement et après faire un exercice d'application pour mieux comprendre cela. Donc, la restitution organisée de connaissances, comme vous le savez, est une dissertation scientifique comme toutes les autres dissertations littéraires autres. Donc, une dissertation est essentiellement composée de trois parties, à savoir l'introduction, le développement et la conclusion. Et ici, la dissertation scientifique aussi répond à cette norme-là. Donc, respecte ces trois parties. On va commencer d'abord par l'introduction. Une introduction, comme vous le savez, c'est l'entrée en matière. Et une entrée en matière doit être cohérente et ça doit aussi donner le goût, d'accord, qui permet au lecteur de pouvoir bien lire, avoir même, d'accord, l'idée, avoir même le goût de lire. Dans ce cas, l'introduction ne doit pas être trop longue. On doit faire l'introduction de manière concise, claire, mais avec quelques lignes, d'accord, je dis maximum même 10 lignes. L'introduction aussi a ses propres sous-parties et qui sont au nombre de 3. Premièrement, ce qu'on appelle approche du sujet. Deuxièmement, question du sujet. Et troisièmement, annonce du plan. Là, les noms peuvent changer, mais ça reste pratiquement les mêmes noms qu'on utilise en français. Donc, ne vous inquiétez pas. Dans l'approche du sujet, qu'est-ce qu'on fait? On met le sujet dans son contexte. D'accord? Et généralement, en SVT, on définit les mots-clés, les mots scientifiques. Toujours en respectant juste une règle, c'est-à-dire de partir du général au particulier. Là, c'est important. D'accord? Si dans certains cas, au lieu de définir, on peut tout simplement mettre le sujet dans son contexte, c'est-à-dire de parler un peu du thème dans lequel s'inscrit le sujet. Deuxième élément, c'est la question du sujet. La question du sujet, c'est la même chose que la problématique. Ça ne change pas. C'est la problématique. C'est la partie de l'introduction qui permet de dégager le problème que le sujet veut traiter. D'accord? Le problème que le sujet veut traiter. Et ceci, on peut faire de plusieurs manières. On peut faire par interrogation, comme on peut faire par une affirmation simple, en reformulant le sujet. On va y revenir tout à l'heure avec l'exercice pratique.
Et enfin, l'annonce du plan qui permet d'annoncer un plan succinct, un plan bien précis qui montre l'ordre sur lequel celui qui traite l'exercice doit traiter, doit répondre, doit apporter des réponses aux différentes questions posées. Donc, ça, c'est tout simplement l'ordre qui montre comment, ou bien l'itinéraire de ce que tu dois faire. Après l'introduction maintenant, il y a le développement. C'est là, au niveau de cette partie, qu'on note une différence entre une dissertation scientifique et une dissertation littéraire. Pourquoi? Parce que ici, pour cette partie, le développement, pour une dissertation scientifique, chaque partie annoncée dans le plan au niveau de l'introduction doit constituer une rubrique. Et chaque rubrique doit être titrée et le titre doit être numéroté et souligné pour la présentation. D'accord? Et dans cette partie, les titres peuvent conserver juste les éléments ou bien les mots déjà annoncés dans le plan au niveau de l'introduction. Là, c'est important. Et le titre ne doit pas être trop long. Le titre doit être clair, concis et facile à comprendre. Surtout cela. Et dans chaque rubrique maintenant, et une rubrique peut avoir aussi une sous-rubrique s'il y a lieu. Donc, si c'est nécessaire, vous allez mettre une sous-rubrique. Par exemple, on peut vous demander la phase, peut-être l'organisation externe de l'encéphale. Point, pour la première partie. Si c'est l'organisation externe de l'encéphale, dans ce cas, on peut avoir deux sous-rubriques, à savoir la face ventrale et la face dorsale. Donc là, voilà un exemple. On va y revenir plus tard. Et dans chaque paragraphe, pour chaque rubrique, on doit rédiger de façon claire avec une démarche scientifique rigoureuse. Par exemple, si on doit décrire des observations, il faut d'abord décrire ces observations avant de tirer une conclusion. Là, c'est très important. Donc, chaque paragraphe développe une idée argumentée et illustrée d'un exemple, s'il y a lieu, si c'est nécessaire, d'illustrer avec un exemple clair, si c'est nécessaire. Et là, on doit respecter de manière scrupuleuse la démarche scientifique. Qu'est-ce que c'est que la démarche scientifique? Vous avez peut-être entendu parler de Ophérique, qui est la démarche scientifique. Parce que la démarche scientifique est essentiellement basée sur la logique. Une démarche cohérente, ce qu'on appelle ophérique. Ophérique donc, si on essaye de définir ce que c'est, ophérique veut dire, le O signifie observation. Donc, en science, tout prend départ à partir d'une simple d'une observation, pour être plus clair, d'une observation. L'observation suscite maintenant des questionnements, un ensemble de questions. Et ce questionnement-là aboutit toujours à une problématique, à dégager un problème. D'accord? Et ce problème permet de formuler une hypothèse. Une hypothèse dans ce cas, c'est quoi? C'est une proposition de réponse. Autrement dit, une réponse au problème posé, mais qui n'est pas encore vérifié. Et pour la vérification, on parle d'expérience ou expérimentation. L'expérience, donc, c'est un ensemble de protocoles qui met en évidence un certain élément pour vérifier l'hypothèse proposée tout à l'heure. Et toute expérience aboutit à des résultats. Mais les résultats n'ont de sens que quand ils sont analysés et interprétés, donc expliqués. D'où le I, interprétation. Et toute interprétation bien faite aboutit à une conclusion tirée. Donc voilà la démarche scientifique qui est cohérente, d'accord, qu'on appelle ophérique. O-P-H-E-R-I-C, ophérique. Donc, si on respecte bien cette démarche, d'accord, on pourra bien élaborer notre argument, d'accord, sans avoir de problème, en commençant par les observations, soit, d'accord, des expériences, l'analyse, l'interprétation, puis la conclusion. Donc, de façon claire. On doit aussi, dans cette partie, rédiger des transitions, si possible, des transitions. On peut faire des phrases de transition. Ça peut être même des conclusions partielles. Comme ça peut être d'autres questions qu'on pose qui annoncent tout simplement la partie suivante. Question qu'on pose pour annoncer la partie suivante. Là, maintenant, après cela, après avoir traité toutes les parties, d'accord, s'il y a lieu de mettre des illustrations
par deux saints, entre autres, on met serment. Et après, maintenant, on doit traiter la dernière partie qui est la conclusion. Au niveau de la conclusion, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire un résumé succinct des parties. C'est-à-dire, on doit juste résumer les différentes parties. On peut même rassembler les conclusions partielles, s'il y en a. On doit répondre donc de manière claire et précise à la problématique posée dans l'introduction. Donc, la conclusion permet de répondre à la question posée au niveau de l'introduction. Et l'introduction, dans certains cas, surtout en S, parfois on a besoin d'un schéma récapitulatif qui peut résumer toutes les parties déjà traitées. Si c'est nécessaire, s'il y a lieu, c'est-à-dire si vous tombez sur un sujet qui, après traitement, vous pouvez avoir un schéma qui permet de synthétiser tout ce que vous avez déjà dit, un schéma bilan. Dans ce cas, vous devez faire ce schéma au niveau de la conclusion. Et donc, il faut bien noter que l'introduction peut terminer par une ouverture du sujet, juste une phrase. Et il faut alors, s'il y a des schémas à faire, il faut les présenter de manière très claire, tout en respectant le titre, les légendes, les couleurs s'il y a lieu, même l'échelle. Il faut tout mettre au niveau des schémas parce que ces éléments-là rentrent dans le barème, mais aussi dans la présentation qu'on vous note. N'oubliez pas que dans les sujets, il y a 2 points réservés à la communication. Un point pour le plan, la structure, d'accord, de la maîtrise des connaissances, 0,5 pour la présentation de la copie et 0,5 pour l'expression. Là, c'est important. Donc, voilà la structure de façon générale. Maintenant, il y a des attentes qui permettent d'améliorer, d'accord, votre dissertation et avoir de bonnes notes. Quelles sont ces attentes? Premièrement, il faut une synthèse pertinente, sujet bien compris, sans faire hors sujet. Là, ça doit être clair. Vous ne devez pas faire de hors sujet. On vous demande l'encéphale, ne parlez pas de la moelle épinière. C'est l'encéphale, parlez de l'encéphale, point barre. D'accord? Une synthèse exacte et précise. Il vaut mieux moins détailler plutôt que donner une explication inexacte. Les termes scientifiques doivent être utilisés avec précision. Là, j'insiste. Quand on vous demande, par exemple, vous voulez écrire encéphale, vous ne pouvez pas écrire encéphale de n'importe comment. Là, c'est très important. Donc, il faut savoir comment écrire encéphale parce que ça fait partie du jargon, d'accord, de la discipline. Donc, l'encéphale, on peut tolérer plus de fautes sur les autres éléments que sur les mots scientifiques qu'on doit utiliser. Donc, on doit, quand on écrit l'encéphale, on doit l'écrire correctement. Et on doit donner des explications claires, simples et faciles à comprendre. Pas besoin d'expliquer d'autres éléments qui ne font pas partie de ce qu'on nous demande pour montrer juste au correcteur qu'on a compris ou bien qu'on apprend nos leçons. Non, il faut répondre strictement d'accord à la question du sujet. Et donc, limitez vos explications à la partie d'accord concernée. La synthèse doit être complète. Traite donc tous les points demandés en respectant l'ordre que tu as annoncé au niveau de l'introduction, au niveau de l'annonce du plan de l'introduction. Il faut respecter cet ordre-là. Vous ne pouvez pas commencer par peut-être la localisation du système de protection, d'accord, et après maintenant commencer par le système de protection avant de revenir sur la localisation. Là, ça ne respecte pas l'ordre. Donc, il faut respecter l'ordre déjà annoncé au niveau du plan. Il faut bien noter dans ce cas que le développement des idées doit être cohérent et ne donne pas de détails inutiles. Explique de façon claire ce que tu as à expliquer et non de passer sur des détails qui ne sont pas en rapport direct avec la réponse à la question du sujet. Donc voilà les attentes. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut éviter? Je vous donne quelques éléments à éviter. Premièrement, c'est de placer une portion du cours ne correspondant pas à la question posée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il ne faut pas transgresser. Il ne faut pas transgresser. Chaque sujet a des limites. Et vous avez déjà cerné les limites au niveau de la problématique, au niveau de l'introduction. Vous ne devez pas transgresser ces limites-là. Il faut respecter ces limites scrupuleusement.
Ne pas organiser les connaissances selon, d'accord, un plan annoncé. Donc, je veux dire, il faut organiser les connaissances selon le plan annoncé. Il faut organiser les connaissances selon le plan annoncé. D'accord. Donc là, c'est important. Tu as annoncé un plan au niveau de l'introduction. Respecte ce plan tout en mobilisant tes connaissances, d'accord, qui s'articulent autour de ce plan-là et non transgresser ce plan. C'est important. Les explications ne doivent pas être répétitives ni ambiguës. Donner des explications simples, comme je l'ai dit tantôt, claires, et éviter surtout de répéter les explications. Il ne faut pas négliger les illustrations. S'il y a lieu de faire des illustrations, s'il y a lieu de faire des schémas, d'accord, faire ces schémas-là au lieu de les négliger. Parce que chaque schéma, si le sujet autorise de faire le schéma est barrémé, donc est noté. Donc si vous ne faites pas le schéma, vous risquez de perdre des points. Là, c'est important aussi. Et surtout, il faut éviter les mauvais styles de communication, tels que les styles que les jeunes ont l'habitude d'utiliser au niveau des réseaux sociaux, etc. Tels que coucou, tout ça, ces abréviations ou bien ces mots empruntés, il ne faut pas utiliser ces mots lors des dissertations scientifiques. C'est important. Donc on va faire un petit exercice d'application concernant les classes de terminale L. C'est un sujet de deuxième devoir harmonisé organisé par la cellule 16 de l'IA de Kaolack. Dans la maîtrise de connaissances, le sujet nous dit l'ensemble des informations provenant de l'environnement et de l'organisme sont reçues, intégrées et transmises par le système nerveux. Par un exposé clair et structuré, décrivez la localisation et le système de protection de l'encéphale, puis présentez son organisation externe observable en vue dorsale, en NB. Aucun schéma n'est attendu. Donc là, le sujet nous a déjà limité. On n'a pas besoin de schéma dans le traitement. Quel est le plan qu'on doit suivre ici? Si on cerne bien le sujet. Le plan qu'on doit suivre est le suivant. Introduction. Grand 1, localisation et système de protection de l'encéphale. Grand 2, organisation externe vue dorsale. Il faut bien préciser. Et enfin, conclusion. Donc voilà ce que je vous propose rapidement pour une introduction. Donc la première partie de l'introduction, qu'on appelait tout à l'heure approche du plan, approche du sujet, excusez-moi, ou contexte et définition. Donc là, je propose ceci. Étant une partie du système nerveux, l'encéphale est le centre de commande de l'organisme qui assure l'intégration et la coordination des mouvements volontaires et involontaires, ainsi que le contrôle des fonctions vitales et des activités supérieures. Donc on respecte la première partie. Deuxième partie qui est question du sujet. Il occupe une localisation précise, bénéficie d'un système de protection efficace et présente en vue dorsale une organisation externe bien structurée. Donc là, c'est la deuxième partie qu'on a appelée tout à l'heure, question du sujet. Et n'oubliez pas, je vous avais dit que vous pouvez poser des questions comme vous pouvez poser cette problématique de manière affirmative. Donc moi, je préfère poser de manière affirmative. Et enfin, la dernière partie, l'annonce du plan. Ainsi, à travers un exposé clair et structuré, nous décrirons la localisation et le système de protection de l'encéphale, puis présenterons son organisation externe observable en vue dorsale. Dans cette partie, pour être plus simple, et je vous recommande vivement, je reprends directement la consigne donnée par le sujet. Et j'ai juste changé quelques éléments. La transition, ainsi, pour entrer en matière, d'accord. Deuxième élément, c'est j'ai changé juste les verbes. Je n'ai pas changé les verbes, j'ai repris les verbes d'action et je les ai conjugués au futur simple. Donc là, c'est une recommandation que je vous fais. Donc il faut la tenir en compte. Maintenant, on a une introduction qui respecte les trois parties, qui contient les trois parties d'une bonne introduction. Donc on peut dire qu'on a une bonne introduction. Maintenant, dans le corps du devoir qu'on appelle développement, on ne doit pas écrire développement. On va tout simplement commencer par mettre les rubriques par des titres.
D'accord? Donc, je commence par la première rubrique. Je mets grand 1, localisation et système de protection de l'encéphale. Puisque la localisation est juste une phrase, je n'ai pas besoin de détailler. Donc, je vais mettre les deux, d'accord, dans une seule rubrique. Localisation et système de protection. Donc, je dis ici, l'encéphale est logé dans la boîte crânienne, est protégé par l'os dur du crâne et 3 enveloppes appelées méninges qui sont la dure mère, membrane la plus externe, épaisse et résistante, ont le rôle protecteur. L'arachnoïde, membrane intercalaire entre dure mère et pumère, ressemblant à une toile d'araignée, d'où son nom. Ses cavités sont remplies de liquide céphalo-rachidien. Elles jouent le rôle amortisseur. La pumère, membrane la plus interne, fortement collée à l'encéphale et épousant les replis de ce dernier. Elle est richement vascularisée, mince et souple. Elle joue le rôle nourricier. Donc, la partie est terminée. C'est juste ça, de façon simple. On ne vous demande pas de réciter. N'oubliez pas, on dit une restitution organisée des connaissances. On vous demande de restituer, d'organiser les connaissances et non de réciter textuellement. D'accord? Donc, c'est important parfois de synthétiser, de faire des résumés et d'utiliser des termes clairs, une explication claire et facile à comprendre. Grand 2. En position dorsale, l'encéphale est composé de 3 parties, à savoir le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Donc, vous avez vu, dans cette partie-là, j'ai énuméré les différents éléments. Mais en annonçant la partie, bien sûr, grand 2, organisation externe de l'encéphale, 2 points, vue dorsale. Donc, plus c'est simple et clair, mieux c'est pour le titre. Le titre doit être simple et clair. Donc, et après maintenant, je détaille un peu. On ne doit pas se limiter à ça. On doit détailler un peu. En effet, la partie la plus volumineuse visible est le cerveau. Il est constitué de 2 hémisphères cérébraux séparés par un sillon interhémisphérique. La surface de ces hémisphères est irrégulière, marquée par de nombreux sillons et circonvolutions. Le cerveau présente également des lobes frontal, temporal, pariétal et occipital, séparés par les sillons de Rolando et de Sylvius. En arrière et légèrement en dessous du cerveau apparaît le cervelet. Il se distingue par sa surface finement plissée et par la présence de 2 hémisphères cérébraux reliés par un lobe médian appelé vermis. Également, il présente de petits sillons délimitant de petites surfaces appelées circonvolutions cérébreuses. Quant au bulbe rachidien, il constitue le prolongement dilaté de la moelle épinière. C'est fini pour cette partie. J'ai résumé et c'est fini. Donc voilà, de façon simple. Et enfin, la conclusion. En résumé, l'encéphale est localisé dans la boîte crânienne, protégé par un système de barrières composé des os du crâne et des méninges dure mère, arachnoïde, pumère, qui sécurisent les structures nerveuses et permettent la circulation du liquide céphalo-rachidien. Sur le plan externe, l'encéphale présente une organisation observable en vue dorsale, comprenant 3 structures principales, le cerveau, le cervelet et le bulbe rachidien. Donc, j'ai fait le résumé avec un peu d'appréciation, d'accord, sur le rôle des différents, du système de protection. Maintenant, je termine l'introduction. Cela étant, l'encéphale est parfaitement adapté à sa fonction essentielle, recevoir, intégrer et transmettre les informations provenant de l'organisme et de l'environnement. Donc là, j'ai tiré ces informations dans le sujet qu'on m'a donné. Donc, je n'ai rien inventé. J'ai juste tiré les informations dans le sujet qu'on m'a donné. Donc, voilà en quelque sorte une technique simple de traiter une restitution organisée des connaissances. Si vous traitez ainsi, surtout, là c'est un sujet de L2, je vais revenir sur une autre vidéo pour montrer, d'accord, comment traiter pour un sujet de S2, etc. Mais le modèle reste le même,
d'accord, la démarche reste la même et si vous l'appliquez ainsi, vous pourrez avoir de très bonnes notes et vous serez plus à l'aise dans le traitement de ce genre de sujet. Si vous avez des questions à poser, posez-les dans les commentaires et je vais revenir avec plus de détails. Merci.